Au sud du Vietnam et au nord de l'Australie, un des plus grands pays du sud-est asiatique, l'Indonésie. 14 000 îles la composent, dont les principales sont Bornéo, grande comme la France, les Célèbes, les Moluques, Bali bien sûr, Sumatra et Java. Java est l'île la plus peuplée, la plus dense en contraste, la plus passionnante aussi. Dans le train qui nous emmène à Surabaya, il est 6 heures. Une voix s'est élevée dans ces wagons à air conditionné. La voix du muezzin, diffusée par haut-parleur dans chaque compartiment. Elle appelle à la prière. Dans le dernier wagon, des hommes prient au rythme des boquis. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. L'Indonésie a 110 millions d'habitants, dont 105 sont musulmans. La prière finie, on se hâte de remettre un disque de musique américaine. Le train à air conditionné coûte cher, très cher. 2 mois de salaire pour aller de Jakarta à Surabaya. Ceux qui voyagent sont des commerçants chinois, indiens, des fonctionnaires, des militaires d'un grade supérieur. À la faveur du voyage, quelqu'un parfois vous fait pénétrer dans un monde où l'histoire et la légende coexistent, l'une alimentant l'autre. La légende dit que Java serait occupée par une race blanche pendant une longue période et puis viendrait une race jaune qui chasserait cette race blanche. Ce qui s'est bien passé puisque l'Indonésie est occupée par les Hollandais pendant 3 siècles et demi. Et puis, en 1942, les Japonais sont venus chasser la race blanche en Indonésie. Puis la légende dit que après le départ de la race jaune viendrait l'indépendance et un homme doué de Sakti, un homme surnaturel, dirigerait le destin du pays. Après 20 ans, il perdra sa puissance et son pouvoir et viendrait une période de folie, de massacre et de meurtre. Ce qui s'est bien passé également, puisque depuis l'indépendance en 1945, le président Sukarno a dirigé le pays pendant 20 ans. Et en 1965, il a perdu son pouvoir. Et la légende continue qu'après la guerre civile viendrait un Ratu Adil, un prince de justice,
qui dirigerait l'Indonésie, et puis l'Indonésie connaîtra une période de paix et de prospérité. Voilà ce qu'a dit la légende. Et ce prince de justice, qui est-ce? Jusqu'à maintenant, il n'est pas encore arrivé. Le 30 septembre 1965, le colonel Untung et ses hommes s'emparaient des 7 généraux composant l'état-major et les assassinaient. Un général échappait au massacre, le général Suharto. Il est aujourd'hui président de la République. Comment y a-t-il échappé? Écoutez-le. Monsieur le Président, comment expliquez-vous que vous ayez pu échapper au massacre des généraux? Saya kira memang merupakan rahmat daripada Tuhan. Karena Oui, c'est vraiment un miracle de Dieu. 2 hari sebelumnya, 2 jours avant saya memperoleh kecelakaan l'éclatement de cette affaire, dan terpaksa mon petit-fils harus a eu un dirawat di accident. rumah sakit. Alors, Karena anak saya sa mère kecil, et moi, nous sommes saya allés dengan à l'hôpital et menunggu di, étant donné que c'est encore un très petit garçon, malam hari j'ai dû 9 rester à l'hôpital. pada tanggal 30 sebelumnya Le 30 terjadi, septembre, salah seorang un officier qui perwira s'est yang mêlé dans l'affaire du coup d'État, menengok il était allé à di l'hôpital rumah sakit. pour voir sur place Mengecek si apakah saya j'étais benar vraiment sakit. dans l'hôpital. Dan memang Vers saya 11 heures, di rumah sakit. je Dan suis retourné à la lalu maison kira-kira jam 11 saya kembali et ke rumah, dan l'officier rupa-rupanya croyait dia que mengira j'étais saya encore masih à di rumah l'hôpital. Le coup d'État manqué, l'armée s'étant sentie menacée, elle opéra une répression contre les communistes qu'elle accusait d'être à l'origine du complot. Tous les chiffres avancés par la presse occidentale au sujet de la répression tournent autour de 500 000 morts. Malgré ces 500 000 morts, la situation resta incertaine à Central Java. Le commandant Chamet, qui a étudié à l'école de guerre française, nous renseigne. Ici à Central Java, il paraît que c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de sécurité. Il y a eu des mouvements de rébellion ici, non? Non, non, c'est pas un mouvement de rébellion, mais c'est un mouvement des communistes qui ont continué leur action Clandestine. clandestine après le coup de 65. Il y a eu beaucoup de communistes pris ici. Oui, oui, il y a. Il est grave ici, il est important le danger communiste. Pour moi, je crois que c'est important et c'est assez grave ici. Ils n'ont pas été éliminés complètement. Ils ne sont pas encore éliminés complètement. Et où sont-ils alors? Ils sont surtout dans les montagnes et surtout dans les régions qui sont socialement pauvres, où ils peuvent se débrouiller et se développer. Ils sont armés? Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont armés. Il y en a, mais pas tellement beaucoup. Est-ce que l'armée surveillait les communistes depuis longtemps? Oui, on a surveillé les communistes depuis la première rébellion à Madiou, en 1948. Et en 1965, ils sont, pour la deuxième fois, ils nous ont attaqués. Et la répression a été sans pitié, là. Sans pitié. Ça, c'était les 2 forces en Alors, présence. maintenant, nous ne pouvons plus tolérer l'existence de la parti communiste. Et vous croyez qu'il va renaître, le Parti communiste? Ils sont en train de redévelopper le parti. Une dernière question. Lorsque la situation sera rétablie économiquement et démocratiquement, est-ce que l'armée aura le courage de se retirer et de regagner ses casernes? À mon avis, si.
Si la situation est déjà développée et bien favorable, ce sera le taux du gouvernement civil pour continuer. Et vous n'avez pas peur qu'à ce moment-là, l'armée rentre dans les casernes, le Parti communiste, lui, sorte de la clandestinité? Pour cette question, je crois que nous allons nous occuper tout le temps du danger communiste. Le dernier dirigeant communiste arrêté est Cham. Le voici, c'est lui. Nous l'avons filmé lors de la dernière séance du tribunal militaire qui le condamna à mort. Le procès avait eu lieu de 20h à 2h du matin dans le cinéma où s'était tenue la fameuse conférence de Bandung en 1955. Apakah saudara terdakwa sudah siap dengan pembelaannya? Sudah. Sudah. Bapak Hakim Ketua dan Bapak-Bapak para Hakim Anggota yang terhormat. Pada kira-kira pertengahan bulan Agustus 1965, Bien Aidit memanggil saya. Un système de haut-parleurs diffusait sur la place du marché les débats. On mangeait tout en écoutant le dirigeant arrêté. Dengan segala kemungkinan-kemungkinannya yang bisa terjadi dengan kepala negara, sehingga menimbulkan situasi yang gawat di tanah air. Voici comment Cham explique les événements. Au mois d'août 1965, Aidit m'a convoqué. Il me dit, Sukarno est très malade. S'il meurt, la lutte pour le pouvoir sera très dure. Aidit ajouta, les milieux militaires ont formé un conseil des généraux. Ils ont formé le projet d'un nouveau gouvernement avec une politique anticommuniste. Pour réaliser le projet, ils ont envisagé un coup d'État pour le 5 octobre 1965. Il faut nous préparer. Général Sugiharto, procureur général, chargé de la répression anticommuniste, fait le point. Combien de dirigeants communistes avez-vous arrêtés? Parmi les dirigeants communistes, environ 60%. Certains sont morts comme Aidit. C'était le secrétaire. Oui, c'était le chef, le boss du Parti communiste indonésien. Est-ce que l'on sait comment il est mort? Oh, d'après les renseignements que j'ai eus, il y a environ 2 ans, il a été capturé et les forces militaires l'ont abattu alors qu'il tentait de s'enfuir. Pouvez-vous me dire combien de communistes sont aujourd'hui en prison ou dans les camps? Environ 110 000 communistes aujourd'hui, femmes et hommes, sont dans les camps. À côté des communistes, y a-t-il d'autres personnes, des progressistes par exemple? Bien sûr, il y a des sympathisants. Toutes ces personnes sont divisées en 3 classes. A sont les vrais communistes, B les sympathisants, les communistes un peu roses, et C les gens qui l'ont, on peut appeler des compagnons de route. Le Parti communiste a été interdit ici, mais aussi les œuvres de Marx et de Lénine. Les livres sur le marxisme, le léninisme, le maoïsme ont été complètement interdits en Indonésie, sauf s'ils ont des buts scientifiques. Mais tous les autres livres, je les ai fait ramasser dans les bibliothèques et ramener ici à la sécurité. Les communistes influencent-ils toujours les masses? Oui, toujours, toujours. Il y a eu ensuite une répression contre les communistes. Vous savez combien il y a eu de morts? Je ne sais pas exactement le nombre.
Ça, je ne peux pas dire parce que c'était... Enfin, je savais seulement que j'ai lu seulement, n'est-ce pas, dans les journaux étrangers. Combien il y en a eu? On disait que c'était 10 000, mais je ne sais pas exactement. 10 000 morts? Oui. J'avais lu dans les journaux étrangers 500 000 morts. 500 000 morts. Ça, je ne sais pas parce que je n'ai fait pas tellement attention à ces faits. C'est quand même important, 500 000 morts dans un pays. Oui. Oui. Je trouve que du point de vue, n'est-ce pas, du point de vue de l'humanité, n'est-ce pas, c'est une tragédie. Que ce soit des communistes ou non, n'est-ce pas? Les étudiants, 250 000, forment un groupe de pression important. Ils furent, après le coup d'État, les principaux artisans de la chute de Sukarno. Ils furent un temps les plus fidèles soutiens du général Suharto. Ils semblent aujourd'hui se détacher de lui parce que le président ne veut pas d'élection. Les étudiants voulaient une voie plus démocratique que celle de la dictature militaire. Laporan selesai. Laporan, Kombiri, jumlah 140. Hadir 900, tidak hadir 40. Selesai. Laporan, Kombiri. Aujourd'hui, ils sont bien enrégimentés. Chaque samedi matin, les étudiants de l'université de Jakarta sont soumis à un entraînement intensif et obligatoire. Personne n'y échappe. L'université, elle aussi, a été épurée. Écoutez ce que nous dit un étudiant, Kemaluddin. Il y avait un certain nombre d'étudiants communistes dans l'université de Jakarta. Où sont-ils aujourd'hui? Alors, comme tout à l'heure je dis, la conséquence de l'interdiction du Parti communiste est valable pour tous les autres associations qui font partie du Parti communisme. Par exemple, les associations des étudiants communistes, les associations des artistes communistes, les associations des intellectuels communistes sont interdits également. Alors, par exemple, les étudiants communistes maintenant n'ont pas autorisé de suivre les cours à l'université. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Ils travaillent peut-être, mais ils ne peuvent pas officiellement continuer leurs études à l'université. Mais alors, si vous êtes communiste, il suffit de dire à l'administration que vous n'êtes pas communiste. On va vérifier, n'est-ce pas? Et auprès de qui? Parce que, par exemple, ce quartier, il y a quelqu'un qui s'occupe, par exemple, de ce quartier. Alors, par exemple, moi, je suis dirigeant pour arranger ce quartier, n'est-ce pas? Je connais tous les gens. Alors, il est communiste, par exemple. Il n'est pas communiste. Alors, je sais. Lorsque les étudiants arrivent dans l'université, ils doivent subir, comme les étudiants du monde entier, les quelques vexations nécessaires à la bonne conscience des anciens. Mais ici, tout rapidement, prend allure de violence. Keamanan, bukan dituntut sampai lester. Sampingnya balik kanan. Balik.
Kambing. Sini. Sini. Cepat. Goyangnya biar agak cepatan dikit. Ikutin irama musik. Sini. Tegak, gerak. Bersedia. L'armée est le principal soutien du régime. 500 000 soldats, bien entraînés, bien équipés. Une armée d'élite, la meilleure du sud-est asiatique, dit-on. Elle est née du combat contre les occupants japonais et hollandais. Elle a conservé de cette lutte de libération un prestige auprès des masses, dont elle use encore aujourd'hui. De toute façon, elle est la seule force structurée du pays depuis qu'elle a elle-même démantelé le Parti communiste indonésien. L'armée comprend l'armée de terre, de l'air, de mer et la police. Voici un exercice militaire. Il est exécuté par des raiders, spécialistes de la lutte contre la foule. Il s'agit de lutter contre les mouvements de masse, les défilés, les meetings, les rassemblements, les mouvements de rue. En face, bien sûr, c'est la foule. Daerah ini harus betul-betul kita mempunyai suatu usaha untuk memberikan kekayaan. Les militaires sont présents jusque dans le plus petit village. L'organisation de l'armée est très rationnelle. Un colonel est responsable d'une région. Un capitaine est responsable d'une ville. Un sous-officier, d'un grade supérieur, adjudant, est responsable d'un village. Ici, au village de Leles. Ce sous-officier conseille les maçons, organise des cours et au besoin, on aide les paysans dans leurs travaux d'irrigation.
Jadi lapor kekayaan Indonesia ini, terutama On est plus près d'eux, produksi. Ya. on peut mieux les surveiller. Ya. Ini jadi supaya dikerjakan terus. Ya. Lui, c'est le général d'Arsenault, véritable proconsul dans sa région. Il a 60 000 soldats, une division d'élite, la Siliwangi. Le voici accompagné de ses conseillers américains. One ambassador had visited. That is the ambassador Green. Qui a construit la route? Nous n'avons pas construit la route, mais nous l'avons restaurée. Et c'est l'armée ainsi que l'action civique qui a participé. Ce que vous appelez la restauration de l'infrastructure, ce sont les routes, les transports. Oui, oui. Et l'armée y a participé. Oui, bien sûr. Avec les civils? Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le général d'Arsenault est venu inaugurer une nouvelle route. Ouvrir une route pour lui, c'est louer les camions de sa division aux ponts et chaussées. C'est encore une nouvelle source de revenus. Ouvrir une route, pour lui aussi, c'est faire une route stratégique qui lui permettra d'intervenir plus directement à Central Java, où il y a des guérilleros communistes. Est-ce que vous pouvez me dire combien gagne un soldat? Maintenant, à peu près 1000 roupias. 20 000 francs. Un sous-officier gagne combien? Presque 2000. 40 nouveaux francs. Qui est comme moi, 3400. 60 nouveaux francs. Et un général? Un général, peut-être 4 ou 5 000. 100 nouveaux francs. Roupias. On a bien remarqué que c'était pas possible de vivre avec si peu d'argent. Comment font alors les militaires pour vivre? Nous avons ici, au niveau de la région militaire, un comité qui s'occupe de la vie des soldats. De quelle manière? De différentes manières. Mais comment précisément? Peut-être des commerces, des autres sources qui peuvent aider notre soldat. C'est-à-dire que l'armée s'occupe de certains commerces. Quoi par exemple? Des plantations. Nous avons une plantation. Une plantation de quoi? Une plantation de café au sud de Blitar. Et alors l'argent? L'argent, les bénéfices reviennent à l'armée. Oui. Mais qui répartit alors l'argent des bénéfices? C'est le général? C'est l'état-major de la région militaire. Vous avez des plantations, vous avez quoi encore? Je ne suis pas sûr des autres sources. Est-ce que la brigade Ouiyaya a une banque?
Ou elle, Non, elle n'a pas de banque. pas encore une banque, pas encore établie. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être une source de corruption? Je n'en sais rien vraiment comment ça se passe. Vous ne pensez Alors, pas les détails nous sont inconnus. Un mot français qui est entré en indonésien est le mot haché, n'est-ce pas? La viande hachée, qui est prononcée avec un ch, une chuintante, ch. Comme la chuintante n'existe pas en indonésien. Dans un pays où l'armée a pris une telle place, comment vivent les autres, les civils? Monsieur Benioud est professeur de linguistique à l'université de Jakarta. Une confusion, n'est-ce pas, avec le mot assez, n'est-ce pas? Assez, A-S-S-E-Z. Est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez, Benny, en tant que professeur de linguistique à l'université d'Indonésie? 1800 à peu près. 1800 roupies. Voilà. C'est-à-dire ça fait 36 nouveaux francs. Voilà. Et vous, en tant qu'assistant? En tant qu'assistant, ouais, je veux dire que je touche à peu près 1200. Oui. 1200 roupies. C'est-à-dire ça fait combien de francs? 20 francs à peu près. 20 nouveaux francs ou 20 nouveaux francs. Ou 2000 anciens francs? 2000 anciens. Et vous ne touchez que ça? Avec 10 kilos de riz. 10 kilos de riz pour... nous sommes 3, n'est-ce pas, dans la votre famille? Alors, vous nous recevons 30 kilos de riz et 1,5 kg de sucre. Mais alors, ça veut dire aussi que vous touchez donc 1800 roupies, 30 kilos de riz, 1,5 kg de sucre. Mais c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Alors, je suis obligé de donner des cours, n'est-ce pas, en dehors de la faculté. Mais un salaire ici, par exemple, ça serait suffisant à partir de quel niveau? Pour une famille, par exemple, avec un père, une mère et un enfant, par exemple, je crois qu'il faut à peu près au moins 15 000 roupies par mois pour vivre. Oui. 15 000 roupies. 15 000 roupies. 14 millions de chômeurs, un sous-emploi chronique. Et pourtant, à l'inverse d'autres nations sous-développées, l'Indonésie est un pays plein de ressources. Sumatra regorge de pétrole, 30 millions de tonnes extraites par an, de cuivre, d'étain, de nickel. Les plantations de caoutchouc sont une des principales richesses de ce pays. Par une loi de mars 1967, elles ont été rendues à leurs anciens propriétaires, qu'ils soient hollandais, anglais ou français. Telles sont les principales contradictions de ce pays. Un ouvrier gagne 400 roupies par mois, 8 francs nouveaux. Il a droit à 10 kilos de riz gratuit pour chaque membre de sa famille. Mais il paye 600 roupies, 12 francs pour son logement. Comment fait-il pour vivre? Ben, il fait autre chose. Il est gardien de troupeau pendant ses heures de liberté, par exemple. How many people are working here? Combien de personnes travaillent ici? 300 people. 300. On the plantation of latex. On the plantation for the latex only. Only women? Seulement des Women femmes? and men. Non, Most femmes of et women hommes. or men? 50%. 50% of 50% women. d'hommes, 50% de Because femmes. the women work very, Pourquoi autant de femmes? Clever. yeah, more Nous clever. pensons qu'elles sont They do a plus fine adroites. job than Finest men. job. Elles font un meilleur travail. And how many tons do you produce a year? Combien de tonnes produisez-vous par an? Every day 1,000 kilogram dry. 400 tonnes par an. 400 tons a year. Yes. But who buy the latex? Et qui achète votre caoutchouc? Japan, America, L'Europe, le Japon, l'Amérique et la Chine. China also. yes. And Russia. Et la Russie, bien sûr. Nous voici revenus à Jakarta. Un soldat garde nos bagages. Nous lui donnons un pourboire
Il l'accepte. Le chauffeur de taxi, lui aussi, donne un pourboire au soldat qui lui a permis de stationner. Chacun tente d'arrondir sa paye comme il le peut. Le taxi nous comptera le pourboire dans sa course. Jakarta est une ville bruyante, sonore, pleine d'embarras. Une circulation intense où se mêlent les voitures américaines, les pousse-pousse, les vélos. « 4 millions d'habitants, vivant de peu, les uns sur les autres, vivant de rien parfois. Ici, un enterrement qui passe. On nous fait signe de la main. Il y a 2 millions de Chinois en Indonésie. 2 millions, c'est peu, direz-vous, par rapport à 110 millions d'Indonésiens. C'est vrai. Mais ces 2 millions de Chinois ont peur. Très peur de ce qui peut leur arriver. On a plutôt l'habitude de voir les Indonésiens d'origine chinoise, comme vous, oui, être des banquiers, des commerçants. Et puis, là, on trouve face à face avec quelqu'un qui s'occupe de haute couture. Est-ce que c'est parce que vous ne vouliez plus être un Chinois comme les autres? Je ne me sens pas du tout chinois, monsieur. Je suis indonésien, sauf peut-être mes yeux. Mon nom, si, mais je vais le changer. Ça veut dire qu'avec votre nom qui est d'origine chinoise, vous avez des difficultés ici? Bien sûr. Graves? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de racisme, ça? J'ai peur d'employer ce mot. Je ne voudrais pas qu'il y ait de racisme en Indonésie. J'aime beaucoup le pays et j'ai peur d'employer le mot. Mais alors comment vous expliquez ça, à votre avis? C'est difficile, vraiment. J'ai lu dans des journaux que l'économie du pays est dans les mains des Chinois. Et c'est pas bon si on ne change pas ça. C'est peut-être pour ça que naissent la jalousie et tout ça, vous savez, parce qu'avant la guerre, les Chinois avaient pas une fonction, mais une place, la deuxième après les Européens. Ce qui n'est pas juste, à mon avis. Est-ce que vous étiez plus inquiet il y a 3 ans, avant le coup d'État, vous, que maintenant? Non, c'est seulement récemment. C'est par ce qui s'est passé à Glodok il y a un mois. Que s'est-il passé? Il y a un pillage, une tendance de violence,
et contre les Chinois, contre les commerçants chinois. J'ai peur, vraiment. Et si j'ai peur, c'est seulement récemment. Et pas en 63. Parce que en 63, je n'ai jamais vu. Nous avons seulement entendu parler. Et maintenant, je l'ai vu à Jakarta. Donc c'est tout près de nous. Près de Surabaya, il y a une cimenterie modèle, bien gérée, non déficitaire, une de ces entreprises que l'on montre volontiers. C'est là que travaille M. Genaoui. Il est favorisé, il gagne 2000 roupies par mois, 40 nouveaux francs. Il est logé gratuitement, il a 6 enfants et il touche 80 kilos de riz. Monsieur Genaoui est musulman. Nous avons bavardé chez lui, avec lui, pendant que sa femme nous préparait le thé. And does it belong to a party? I mean a political party? Appartient-il à un parti politique? Non. Can you tell me what's happened here in September 65? Peut-il me dire ce qui est arrivé ici en septembre 1965? Je veux dire ici, à Surabaya. Bapak ini ingin tahu kira-kira apa yang Bapak tahu sekitar peristiwa terjadi. Tidak ada apa. Il ne sait pas. Il ne sait pas grand-chose. I don't know much. But he didn't hear about any murders and the communist has been killed everywhere. Mais il n'a pas entendu parler de meurtres, de crimes, de communistes tués partout. Kan Bapak barangkali dengar-dengar ada pertumpahan darah waktu peristiwa itu. Tidak tahu apa-apa. Said you don't know nothing about. Il dit qu'il ne sait rien. Really? Vraiment? Nggak tahu sungguh kan? Nggak tahu. Oui, vraiment. He doesn't read any newspapers? Il ne lit pas de journaux? Baca koran? Nggak pernah baca koran. Saya nggak pernah membeli koran-koran begitu. He never buy. Il n'en a jamais acheté un seul. Newspaper. And he does not hear the radio? Mais il n'écoute pas la radio? Dengar radio atau tidak punya radio? Tidak punya radio. He doesn't have any radio, so. Il dit qu'il n'a pas de radio. Just work and after, as you see Il dit qu'il travaille à l'usine, qu'il revient chez lui, qu'il ne s'occupe que de son foyer et de sa famille. Ke pabrik, kerja menempuh pekerjaan, pulang ya untuk keluarga. Untuk keluarga. He said he go to the factory to work, and after he come back, he go for his family. But nobody in the factory spoke to him about the murders and what's happened to the communists in this country. Mais personne à l'usine ne lui a parlé des crimes et de ce qui est arrivé aux communistes dans cette région, dans ce pays. Apa barangkali dengar cerita-cerita itu atau tidak peduli saja? Tidak peduli. He said, well, maybe. Il dit que peut-être on lui en a parlé, mais il n'a pas fait attention. Bapak sendiri mengetahui bahwa pekerjaan saya itu mana bisa kita tinggalkan. Il y a 3 ambassades à Jakarta importantes, tant par leurs bâtiments que par les prêts et les investissements que leurs pays ont consentis, l'Allemagne de l'Ouest, le Japon, les États-Unis bien sûr.
Les États-Unis ont donné cette année 325 millions de dollars. Cette politique n'est-elle pas dangereuse? C'est la question que nous avons posée à M. Sani, directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous pensez, monsieur, que les investissements de capitaux étrangers, qu'ils soient américains, français ou anglais ou japonais, dans un pays sous-développé, permettent le libre exercice de son indépendance? C'est une question très délicate. C'est ce que nous essayons de notre côté, c'est toujours d'avoir cette assistance sans lien. C'est français, espérons. Sans lien. Et alors, ce que nous restons libres, n'est-ce pas, à décider nous-mêmes quelle politique étrangère nous devons faire. Mais ça ne veut pas dire que, n'est-ce pas, il y a des possibilités certainement de tenir compte avec les intérêts d'autres qui nous assistent, certainement. Mais au fond, c'est toujours l'intérêt du pays qui compte. La politique aujourd'hui, ici, à l'intérieur du pays, est violemment anticommuniste. Est-ce que la politique extérieure va suivre? Non, non, parce qu'il est très net à notre idée, dans le pays, nous sommes anticommunistes, mais dans nos relations avec l'étranger, nous voulons être amis avec tout le monde, avec tous les pays. Vous n'avez jamais reconnu le régime de Saïgon? Nous avions des relations avant. Nous avions là-bas un consulat général et chez le Vietnam du Sud avait aussi un consulat général ici à Jakarta. Mais pas d'ambassade? Pas d'ambassade. Mais par contre, vous aviez une ambassade à Hanoï? Hanoï, oui, c'est ça. Est-ce que vous allez continuer dans cette voie? Pour le moment, nous ne voyons, moi je ne vois pas des raisons pour le changer. Le Vietnam, c'est d'abord Hanoï pour vous? Pas d'abord, le Vietnam, c'est le peuple Vietnam, en tout. Est-ce que vous pourrez continuer cette politique? Comme je vous ai dit, jusqu'à maintenant, je ne vois pas des raisons pour changer. Je peux dire, si vous le permettez, que l'influence américaine dans votre pays est plus grande aujourd'hui qu'elle n'était il y a 3 ans, et que de ce fait, on peut penser que vous allez vous changer votre politique étrangère. Mais je ne crois pas. C'est plutôt que l'Indonésie reste l'Indonésie, même avec l'amitié, des États-Unis, l'assistance des États-Unis, mais l'Indonésie va rester l'Indonésie, et aussi dans sa politique étrangère. Ce que nous ne voulons pas, c'est de prendre position a priori pour ou contre un ou l'autre bloc. Voilà la position indépendante de la politique étrangère de l'Indonésie. Mais ça ne veut pas dire que nous restons neutres quand il y a des problèmes que nous devons, faire face. Ça veut dire que dans l'affaire Vietnam, vous êtes pour le moment plutôt du côté du Viet Cong que du côté des combattants américains? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, parce que ce que nous voulons en Vietnam maintenant est d'assister au rétablissement de la paix. Et un jour, les troupes étrangères, où ils se trouvent, doivent un jour se retirer. Parce qu'on ne peut pas continuer à occuper, des pays étrangers à l'infini. Je crois que même les États-Unis ne peuvent pas le faire. Et c'est là-dessus que vous basez votre politique. Vous espérez que les Américains se retireront un jour? Un jour, oui. Mais le plus tôt serait le mieux. Certainement, certainement. Mais entre une aide américaine et un choix politique, qu'est-ce que vous refuserez? Ça dépend. Ça dépend. Je crois la question, n'est-ce pas, est très difficile à répondre. Le général Suharto vient d'être élu président de la République indonésienne. Un de ses principaux soutiens est l'armée. Nous avons vu comment il l'avait organisée
Et comment elle quadrillait le pays? N'en est-il pas d'une certaine manière le prisonnier? 14 millions de chômeurs, un sous-emploi chronique, un commerce déficitaire, des dettes extérieures fantastiques. Si le pays ne sort pas du marasme économique, le général Suharto pourra-t-il longtemps tenir la masse de 110 millions d'Indonésiens sous-alimentés?